articles sont déjà parus, mais d'autres sont encore à paraître en 2021. Donc, stay tuned, vous aurez l'occasion de pouvoir la lire tout au long de l'année. Je lui cède tout de suite la parole pour son intervention intitulée « Femmes combattantes et réalisme dans les romans de fantasy, un microcosme de la guerre culturelle ». Alors, moi aussi, je remercie vraiment les organisatrices de m'avoir invitée à participer et je les remercie d'autant plus que je vais un petit peu casser l'ambiance par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici. Parce qu'en fait, moi, ce dont je vais vous parler, vu que je suis historienne et pas littéraire, c'est du point de vue de la réception des obstacles qui ont émergé dans un cas particulier à la dimension émancipatrice que peut avoir la fantaisie dans le cadre du féminisme. Et donc, je vais vous parler de l'argument d'irréalisme ou de non-historicité. On va voir que c'est pas tout à fait la même chose en fait, qui a parfois été utilisé ces dernières années pour délégitimer les personnages féminins combattants dans un certain nombre d'œuvres de fantaisie. Et j'ai un petit peu changé mon titre parce que j'avais annoncé dans les romans de fantasy, mais en fait, j'ai un peu élargi parce qu'il y a des exemples qui portent sur d'autres supports que le support littéraire. Donc, je ne vais pas vous parler, moi, d'œuvres en particulier, sauf de manière très spécifique, pour illustrer les arguments employés, parce que la multiplication et la diversification des personnages de femmes combattantes a été beaucoup étudiée. Donc, il n'y a pas besoin que je revienne vraiment dessus. On a assisté depuis les années 70 dans la littérature et depuis les années 90 à la télévision à une diversification des armes utilisées par les personnages féminins, des parcours, des motivations, des statuts combattants, etc. Dans un bilan sur les femmes dans la science-fiction et dans la fantasy paru en 2009, les auteurs et les autrices notaient « On ne manque pas de femmes guerrières dans la Sword and Sorcery ou de femmes soldats dans la SF militaire. Les anthologies thématiques qui mettent en scène les femmes dans ces rôles se vendent bien. Toutefois, les auteurs et les autrices ont noté qu'il existe des perspectives différentes parmi les féministes sur le sujet des femmes et de la violence, des femmes et de l'apprentissage des arts martiaux ou des femmes et de l'armée. Alors moi, je vous dis tout de suite que je ne vais pas vous parler en lui-même du stéréotype du strong female character et de ses limites, mais la question des perspectives différentes parmi les féministes sur les femmes et la violence va réapparaître dans mon propos, donc je l'annonce d'emblée. Donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est ce qui explique, à mon avis, que ces dernières années, on ait vu l'argument de la non-historicité utilisé pour délégitimer les personnages féminins de combattantes. Quels sont les enjeux derrière cet argument? Alors d'abord, il faut commencer tout de suite pour essayer de comprendre ce qui se joue derrière cet argument, l'ambiguïté un peu fondatrice des références historiques dans les mondes fictionnels. Pourquoi je parle d'ambiguïté? Parce que si on demande à des auteurs pourquoi ils réutilisent pour forger des mondes secondaires et des intrigues fictionnelles des éléments empruntés à l'histoire, alors ils donnent une série d'explications différentes, mais ils notent que cela, selon eux, facilite la suspension du doute et l'adhésion du lectorat, qui peut s'ancrer à des éléments familiers, à des points de repère. Et il faut noter que ça ne concerne pas du tout le seul genre de la fantaisie historique, parce qu'en fait, toute œuvre de SFFF est historique. Si vous y réfléchissez, comme l'avait dit l'auteur Mark Lawrence, il y a quelques années sur son blog, mais je n'ai pas retrouvé la référence, c'est la seule que je n'ai pas retrouvée, je suis désolée. Il avait expliqué que quand vous lisez un mot dans un roman qui ressort des littératures de l'imaginaire, si le roman ne vous a pas donné une définition spécifique pour ce mot, eh bien, ce sont toutes les connotations qu'a ce mot pour vous dans le monde réel qui se mettent en place dans votre tête. Donc, si vous lisez « chevalier », si le roman ne vous a pas dit que « chevalier » dans le roman, c'est un cheval qui parle, eh bien, vous entendez tout ce que le mot « chevalier » a de connotation pour vous dans le réel. Et le problème, c'est que le réel, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Et c'est à cette occasion qu'on peut se demander ce que c'est le réalisme historique. Ce qu'en anglais, on appelle le plus souvent « realism historical accuracy », qu'on appelle parfois historicity, et qu'en français, on doit appeler normalement historicité.
Donc, comme l'ont noté des études sur la réception du Moyen-Âge dans les œuvres de fantasy, la plupart du temps, les auteurs et les autrices s'appuient sur des représentations populaires sur le Moyen-Âge. Les romans de fantasy s'inspirent largement d'un ensemble d'idées et d'informations, qui sont parfois des désinformations, sur la période médiévale. La période médiévale est privilégiée par les commentateurs parce que c'est la plus visible comme inspiration historique dans la fantaisie, mais c'est applicable pour toutes les périodes historiques. Faites pas confiance, je suis antiquisante, c'est applicable pour l'Antiquité. Et c'est applicable aux auteurs et aux autrices comme au lectorat. Ce qu'on appelle l'historicité varie selon l'historiographie convoquée, c'est-à-dire le degré d'avancement de la recherche sur laquelle on se fonde. Lorsqu'on change de paradigme en histoire et en sciences sociales en général, c'est-à-dire lorsqu'on approche des sources déjà connues avec de nouvelles perspectives ou lorsque parfois on découvre de nouveaux documents, eh bien cela remet au moins en partie en cause la validité des reconstructions de l'histoire qu'on avait faites jusque-là. Il y a des choses qu'on avait cru pendant des années être authentiques, dont on a découvert que c'était des fictions, et vice-versa. Or, les attentes des lecteurs et des lectrices sont fondées sur ce qu'ils croient être le réalisme, c'est-à-dire sur ce qui est pour eux, à un moment spécifique, la réalité historique telle qu'ils l'ont acquise. Or, des études de réception ont montré que les publics acceptent plus facilement les mises en scène du passé qui correspondent à leurs idées préconçues. Et c'est là qu'il y a un malentendu, puisque quand des éléments historiques reconnaissables sont insérés dans un monde fictionnel et qu'ils ne correspondent pas aux attentes des lecteurs et des lectrices, cela peut générer un certain mécontentement. Et c'est dans ce contexte qu'est apparu l'argument de non-historicité pour délégitimer, dans certains cas, les personnages féminins combattants. Alors, pour expliquer dans quel contexte cet argument de non-historicité et d'irréalisme a été théorisé, il faut revenir un tout petit peu sur le Puppygate. Donc, je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont familiers de cet événement qui a secoué la fantaisie et l'imaginaire de manière générale. Donc, ça a commencé bien avant 2013, j'en suis consciente, et ça a toujours des prolongements aujourd'hui, j'en suis consciente, mais ça a surtout émergé entre 2013 et 2015. C'est un conflit de fans et d'auteurs et d'autrices à propos de la représentativité et de la qualité des nommés au prix anglophone qui récompense des œuvres de SFFF. Il y a eu des groupes qui se sont constitués, qui se sont nommés les SAD et les Rabid Puppies. Donc, je ne vais pas revenir sur les distinctions entre les deux parce que ça ne nous intéresse pas ici. Ils ont mené une campagne afin de s'assurer que dans les nominés au Grand Prix, notamment au prix Hugo, il y aurait bien des œuvres qui leur paraissaient dignes de l'honneur d'être nommées et qui, selon eux, étaient discriminées, disqualifiées par un courant infiltré de progressistes qui seraient, selon eux, non représentatifs du lectorat. Donc, c'est un mouvement qui est explicitement lié au Gamergate, qui est un débat un petit peu similaire qui avait secoué le monde du jeu vidéo quelques années auparavant, avec des leaders qui, dans certains cas, sont les mêmes, notamment le personnage de Vox Day, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et c'est tout ce que je vais dire sur le contexte du Puppygate. Si vous voulez plus de détails, il y a toute une bibliographie universitaire scientifique sur le sujet et j'ai mis des références que vous pourrez retrouver. Alors, là, je vous ai résumé les arguments d'un des auteurs qui avait été nommé par les Puppies au Hugo 2015. Donc, dans un essai au titre révélateur, vous voyez « Saving Science Fiction from Strong Female Characters ». Ce sont les arguments de John Wright. Alors, que nous dit-il? Il nous dit que les personnages féminins forts, et notamment ceux de combattantes qui se multiplient actuellement, donc il parle en 2015, dans les œuvres de SFFF, ne sont pas réalistes, car ce sont en fait des personnages masculins, c'est-à-dire dotés de caractéristiques physiques et psychiques par nature masculine. C'est lui qui parle. Et donc, vous voyez ici qu'il y a une confusion entre l'historicité et le réalisme, puisqu'il dénonce ces personnages comme jouant des rôles qu'il juge non historiques, car non traditionnels. Et vous voyez en fait que derrière l'idée que les femmes n'auraient jamais occupé ces rôles, il y a l'idée qu'elles ne les auraient jamais occupés parce qu'elles ne peuvent pas les occuper. Donc une sorte d'anthropologie essentialiste et genrée. L'histoire est assimilée à l'anthropologie. Selon John Wright, ce type d'œuvre
relève de la projection des fantasmes des autrices et de leur lectorat. Et selon lui, ce n'est pas tellement ça le problème, car, dit-il, chacun écrit ce qu'il veut. Mais ce qui est problématique, selon lui, c'est que ce type de récit n'est pas divertissant, qu'il n'a pas de qualité littéraire et qu'il est uniquement motivé par un agenda politique qu'il appelle de manière quasi interchangeable le féminisme, le progressisme, c'est-à-dire liberalism, et les bien connus désormais social justice warriors. Selon John Wright, la valorisation actuelle de ce type de récit, c'est-à-dire leur publication chez des éditeurs célèbres, notamment Tor, les critiques positives qu'ils reçoivent des médias professionnels et semi-professionnels, ainsi que leur nomination, voire leur obtention des prix Hugo et Nebula, relèvent du même agenda et n'a pas de lien avec la qualité des œuvres en question. Il s'agirait donc d'une concurrence déloyale pour les auteurs et les autrices dont les œuvres ne relèvent pas de cet agenda, mais seraient, selon lui, de meilleure qualité et ou, parce que c'est aussi la même chose pour lui, plus populaires. Donc voilà quelle est l'argumentation générale dans laquelle s'inscrit les légitimations de personnages de combattantes sur la base d'une prétendue non-historicité. Voilà. On retrouve ce même type d'argument chez Vox Day. Donc là, je n'ai pas traduit parce que ça perdait beaucoup à la traduction quand même. Mais lui, ce qui l'énerve beaucoup, c'est que les femmes ont pris le pouvoir, selon lui, sur la fiction de guerre. Et il décrit ces récits centrés sur les femmes comme dégoulinants, narcissistes, des histoires déjà racontées des dizaines de milliers de fois dans les romans harlequins et dans les contes pour enfants. Et à la fin, c'est ce qu'il appelle, donc ces histoires de femmes, c'est ce qu'il appelle la SF rose, mais en fait, il parle aussi de la fantaisie. Il dit que ce sont les filles qui viennent jouer dans le bac à sable des garçons, et pardon pour la grossièreté, qui viennent déféquer dedans comme des chats. On est désolé pour les chats aussi. Donc, vous voyez que dans ces argumentations, la guerre apparaît comme un domaine réservé aux hommes, y compris dans l'imaginaire. Mais en fait, si on essaye de voir les choses de manière plus précise, ce qui est visé, ce n'est pas tant l'existence de personnages de combattantes, c'est leur évolution récente. En effet, comme l'a montré déjà dans les années 80 Valérie Eads, il y a toujours eu des femmes accomplissant des prouesses militaires dans les œuvres de l'imaginaire. Mais au début de ça dépend comment on le définit, mais dans les récits les plus anciens, ceux qui étaient la plupart du temps écrits par des hommes, ces femmes étaient essentiellement la projection des fantasmes et des peurs masculines. C'était des personnages unidimensionnels qui n'avaient pas de complexité, souvent qui haïssaient les hommes et qui étaient en fait subordonnés à l'arrivée d'un vrai homme avec des majuscules. Or, nous dit Valérie Eads, elle parle donc en 83, dans les histoires plus récentes, surtout écrites par des femmes, les femmes sont au centre ou sont des personnages qui, bien que mineurs, sont réels et importants, des personnages donc pluridimensionnels. Et elle donne une très jolie formulation. Cela ne suffit plus d'écrire Amazon et de laisser les connotations de ce terme remplir les blancs. Les Amazones sont elles aussi, enfin, des personnes. Donc, c'est surtout cela qui est attaqué, c'est l'idée de personnages centraux et pluridimensionnels. J'ai essayé de faire une petite typologie des critiques qu'on pouvait retrouver, formulées au nom de l'historicité contre les personnages combattants féminins. Ce qu'on retrouve comme critique, je vous ai passé la plupart des citations parce que je n'avais pas le temps, mais ce qu'on trouve, c'est qu'il y aurait trop de personnages féminins de combattantes, c'est-à-dire trop d'œuvres mettant en scène ces personnages, ou trop de ces personnages dans une même œuvre. Qu'elles soient fortes physiquement, trop compétentes, et surtout qu'elles l'emportent face à des hommes qui sont des protagonistes, qu'ils soient des héros ou des anti-héros, est aussi jugé non réaliste ou non historique. Le fait qu'il y ait des combattantes compétentes qui conservent des préoccupations jugées féminines sans relever des archétypes de la Shield Maiden et l'archétype plus récent de la Action Babe, c'est-à-dire sans être érotisé, est également jugé irréaliste. Et enfin, sont jugés irréalistes les personnages féminins légendaires quand ils sont réinterprétés en personnages de combattantes. Et ce qui est tout à fait révélateur, c'est que ces objections à l'historicité des personnages féminins de combattantes sont parfois prises en compte et anticipées par des créateurs et des créatrices eux-mêmes, bon en vrai surtout des créateurs, mais il y a probablement des créatrices aussi, afin de s'assurer l'auditoire le plus large possible.
Et ces objections sont parfois exprimées même avant la sortie d'une œuvre. Donc, j'ai pris 2 exemples pour ça. J'ai pris l'exemple que j'imaginais être probablement le plus connu parmi vous, qui est celui des modifications qu'a subi le personnage de Brienne dans la série Game of Thrones. Comme Valérie Frankel l'a montré, dans la série, les personnages sont davantage susceptibles d'être réduits à des archétypes traditionnels. Le passé douloureux de Brienne et sa révulsion à l'idée de tuer disparaissent, pour n'en faire qu'une femme guerrière conventionnelle. Donc, si on essaye de lister les caractéristiques que Brienne avait dans les livres et qui ont été supprimées dans l'adaptation de HBO, d'abord, dans l'adaptation, Brienne ne veut pas qu'on l'appelle madame, alors que dans les livres, ne pas l'appeler madame est une insulte, et d'ailleurs, ça ne se passe pas très bien pour les gens qui ne l'appellent pas madame. Elle porte des robes, occasionnellement. Elle n'a pas les cheveux courts, elle a les cheveux mi-longs et épinglés lorsqu'elle combat ou lorsqu'elle voyage. Elle aime beaucoup les chansons de geste et surtout, elle n'éprouve aucun mépris pour les femmes qui ne sont pas des femmes combattantes comme elle, mais qui remplissent des rôles plus traditionnels dans la société dans laquelle elle évolue. Elle les admire, bien au contraire. Et on voit bien en les listant que ces modifications ne sont pas le fruit du hasard. C'est la volonté de rendre plus crédible, entre guillemets, un personnage féminin de combattante en simplifiant sa personnalité. C'est ce que Jessica Mael Cole a appelé dans les œuvres de fantasy la féminité crédible, c'est-à-dire celle qui correspond aux attentes du plus large public pour conserver un auditoire et pour ne pas risquer d'offusquer une partie de l'auditoire en diminuant la complexité des personnages. Parfois, ces objections, je vous l'ai dit, apparaissent avant même qu'une œuvre soit sortie. Ça, c'était une spéciale dédicace pour Justine. Lorsque le film Le Roi Arthur est sorti en 2004, donc c'était un film dans lequel Guenièvre était une reine guerrière, Amy Kaufman a relevé que dès avant la sortie du film, sur un forum IMDb, il y avait un fil de discussion dans lequel on trouvait plein de plaintes sur cette réinterprétation. Ce personnage était qualifié de triomphe pour le féminisme, je cite évidemment, avec des commentaires du type « Guenièvre n'avait jamais été définie comme une guerrière jusqu'à la génération du politiquement correct et on est censé avaler et aimer ça ». Et là encore, on retrouve l'idée du réalisme. Un des commentaires dit « On ne peut pas prétendre faire un film plus réaliste, donc sur une légende, hein, de la légende du roi Arthur, et ensuite donner dans la femme guerrière avec des majuscules à la mode et politiquement correcte. » Alors, maintenant qu'on a dit ça, ben, il faut se demander si cet argument de non-historicité est pertinent ou non. Et en fait, beaucoup d'entre vous le savent déjà, absolument pas. Il en a été question hier dans la table ronde. De nombreuses études anthropologiques puis historiques sur les femmes combattantes ont montré à quel point elles étaient répandues dans de nombreux lieux et à de nombreuses époques. Donc, je vous ai mis juste à titre indicatif pour que vous voyez les diversités des études sur les femmes combattantes en Grèce ancienne. Au Moyen-Âge, on en avait parlé hier avec un titrier devenu assez connu, Chevalrès. Dans d'autres régions et dans d'autres types de littérature que les littératures de l'Europe, par exemple dans la littérature sanskrit, à l'époque moderne, etc., etc. Et hier, il a été question aussi du Japon médiéval, donc à un colloque récent auquel j'ai participé en décembre 2019. On a découvert, en fait, chacun des participants, que nous ne connaissions que les femmes combattantes de notre propre corpus, mais qu'en fait, on en trouvait à toutes les époques et quasiment dans tous les lieux. Évidemment, un certain nombre d'auteurs et d'autrices de fantasy et de chercheurs et de chercheuses en fantasy ont donc utilisé ces travaux pour répondre à l'argument de non-historicité. Et le plus connu, je pense, c'est l'essai de Cameron Hurley, We Have Always Fought, Challenging the Woman, Cattle and Slave Narrative, qui a fait couler beaucoup d'encre. Parce que, et c'est le dernier point de mon argumentation, même confronté à des sources qui vous disent que les personnages féminins de combattantes existent, et bien parfois, il y a des résistances. Et c'est mon dernier point. On peut quand même se demander pourquoi ces résistances. Et à mon avis, elles ont été très bien formulées par l'autrice de fantasy Diana Foe, qui a montré que les idées reçues que les gens ont sur l'histoire relèvent en fait de l'ordre du sentiment.
parce qu'ils ont été forgés par une diversité de choses. Elle cite des manuels scolaires, des travaux de recherche, mais aussi des conversations avec des amis, de la famille, des leaders religieux, des programmes de télévision, des jeux vidéo, des forums en ligne, Reddit désormais, et des reblogs sur Tumblr. Et c'est ce qu'elle appelle les sentiments culturels. Et elle montre que même confrontés à des faits sourcés, ces sentiments culturels résistent, justement parce qu'ils sont de l'ordre du sentiment et parce qu'ils viennent contredire un discours majoritaire porté par des médias, ce qui jette sur eux le doute. Et si le discours majoritaire porté par les médias est réticent à l'idée des femmes combattantes, il faut que je vous dise pour conclure, pour finir, que ça a toujours été le cas, en fait. Dès l'Antiquité, je pense que vous pouvez vous situer tous l'Iliade. On suppose que l'Iliade a été mise par écrit au 8e siècle avant notre ère, mais on n'en connaît qu'une édition du 2e siècle avant notre ère. Et dès cette édition, eh bien, l'éditeur, Aristarque de Samothrace, a censuré les vers dans lesquels Andromaque donnait des conseils militaires à son époux Hector, considérant qu'il n'était pas crédible. Même aujourd'hui, dans les traductions modernes en anglais et en français de littérature antique, donc en belles lettres pour ceux qui sont francophones et qui savent que c'est l'édition de référence pour les chercheurs, vous avez des passages qui sont modifiés dans la traduction, ce n'est pas ce qu'il y a écrit en grec, pour supprimer l'idée que les femmes auraient eu un rôle combattant. Alors, il y a bien sûr derrière cela des questions de domination des hommes sur des femmes, bien sûr, et la volonté de réserver le rôle combattant à des hommes qui ont été montrés en anthropologie. Mais il faut aussi noter que même avec les 2e et 3e vagues de féminisme, il y a eu dans certains milieux féministes une réticence à explorer les rapports entre violence entre la violence et les femmes. C'est ce que Pascal Payen, en antiquisant, a appelé la censure de la guerre des femmes. Et en Antiquité, ça fait très peu de temps qu'on s'y intéresse. Enfin, il faut noter que l'histoire militaire est un genre d'histoire tout à fait particulier, qui s'est longtemps développé complètement en dehors de l'université. Et les chercheurs qui sont les plus connus en histoire militaire, comme John Keegan, continuent à arguer que les femmes ne combattent pas et qu'elles combattent, je cite, rarement entre elles et jamais contre les hommes, alors même que des études ont montré que c'était faux. Mais pourtant, ils continuent à exercer une autorité, y compris sur le milieu universitaire, alors qu'ils ne sont pas universitaires. En conclusion, je pense que l'instrumentalisation de l'histoire dans la réception des œuvres de fantaisie est permise par la confusion courante entre l'histoire et sa réception, notamment pour l'Antiquité et le Moyen-Âge. Le prétendu réalisme qui est utilisé comme argument de délégitimation pour les femmes combattantes n'est pas synonyme d'historicité en réalité, mais de fidélité à ce qui est perçu comme les caractéristiques d'un genre. Il y a une confusion qui résulte, à mon avis, mais peut-être parce que je prêche pour ma chapelle, de la représentation médiatique de l'histoire qui assimile l'histoire à un récit et de la faiblesse de la population en termes de formation à la critique historique. Et ça, je pense que ça va parler à tous les Français au moins, parce que je ne sais pas ce qu'il en est au Canada, mais je pense qu'il y a des choses communes. Les renouvellements historiographiques récents, notamment les études de genre et les études postcoloniales, sont d'emblée jugés suspects par leurs adversaires qui ne leur accordent aucune légitimité. Ce que nous jugeons réaliste, en fait, c'est davantage idéologique qu'esthétique, et cela a des implications même dans la réception de littérature de l'imaginaire comme la fantaisie. Merci beaucoup.